Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 17e étape de ce Giro. Étape toute plate du côté de Cahorlais, hein. On l'avait un peu coché comme l'étape de la sieste. Bon, bah, on a eu l'étape de la siestas, quoi, hein. Pas vraiment de surprise sur cette journée, donc je pense qu'on aura un débrief assez court aujourd'hui parce que il n'y a pas grand chose à dire, voilà, tout simplement. Non, vraiment, ça a été une journée pas extrêmement passionnante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. Quand vous mettez un pouce bleu, et même si vous ne mettez pas de pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et à rajouter la petite cloche. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez aller voir, même si vous n'êtes pas abonné, allez voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast. Spotify, Deezer, Amazon, Google, et également allez voir les débriefs TikTok, les débriefs rapides sur TikTok. Bon, étape numéro 17, oui, l'étape de la siesta, c'est l'étape pas très passionnante. Bon, dès la présentation du parcours, on avait un peu des doutes sur cette étape. C'est voilà, bon, c'est assez souvent que sur le Giro, il colle une étape comme ça toute plate en troisième semaine avec très peu de dénivelé positif. Je pense que c'est l'une des journées avec le moins de dénivelé positif qu'on aura sur les grands tours. Parce que 300, je sais plus c'est quoi le chiffre, c'était 320, un truc comme ça, sur 200 bornes, c'est vraiment du talent. Bon, autant hier j'avais dit est-ce que ça peut être une échappée parce que comme il n'y a plus beaucoup de sprinters, est-ce que les équipes de sprinters vont contrôler? Et puis les équipes de sprinters, bon, on se sont pas fait avoir. Elles ont laissé partir que 4 coureurs. Et je pense qu'il y avait beaucoup de coureurs qui n'avaient pas vraiment envie de partir en échappée. Peut-être qu'avec 7, 8 coureurs, ça aurait été autre chose. Mais là, je pense qu'il y avait beaucoup d'équipes qui n'avaient pas envie. En fait, il y avait beaucoup de coureurs qui sont fatigués et qui n'avaient peut-être pas la force d'aller en échappée non plus. Et ce qui a fait que sur cette étape-là, bah, il y a seulement 4 courageux qui sortent parce que là, il fallait avoir du courage, que ça soit Quaterman, champion, j'ai oublié les 2 autres coureurs, mais il fallait vraiment être courageux aujourd'hui pour partir dans l'échappée. Bon, après, derrière, tu vois bien que de toute manière, ça pouvait pas aller au bout et que de toute manière, on leur a jamais laissé beaucoup d'avance, hein. Je crois que le maximum, ça a été 2,40. Donc voilà, bon, ils savaient qu'ils avaient aucune chance d'aller chercher la gagne. Donc derrière, bah, on s'est concentré sur un sprint, mais ça a été un sprint au final assez fluide, même s'il y avait des virages. Du fait, encore une fois, qu'il n'y avait pas énormément de sprinters non plus, donc c'était pas le sprint le plus passionnant, même si dans le final c'était serré, même si on a un autre vainqueur au sprint, et ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu depuis le début de saison. Il n'y a pas vraiment un sprinter qui domine cette année. On en avait parlé, je ne sais plus si c'était pas après l'UAE Tour, ou au moment de Paris-Nice, on avait dit, vraiment, il n'y a pas un sprinter qui domine. Cette année, quand tu regardes même le mec qui a le plus de victoires, c'est Pogacar, c'est pas un sprinter cette période de l'année, ça devait déjà être l'année dernière Olaf Koy, mais là par exemple Olaf Koy a gagné sur le Tour de Hongrie. Il y a eu Jakobsen aussi, je crois me rappeler d'avoir entendu qu'il a gagné sur le Tour de Hongrie. Sur les 4 jours de Dunkerque, ça a été Merlier qui s'est imposé, mais tous les sprinters ont eu des résultats. C'est rare même les sprinters qui n'ont pas vraiment gagné dans les top sprinters. Bon voilà, vous avez Cavendish qui n'a pas gagné, mais est-ce qu'on peut encore le considérer même comme un top sprinter? Mais ils ne sont pas nombreux à pas avoir gagné. Et là, c'est vrai que sur ce Giro, bah, il y a eu des vainqueurs différents. Et puis encore, Cavendish, il reste encore une étape à Rome sur le Giro où peut-être qu'il pourra faire quelque chose, même s'il faudra faire attention parce qu'il faudra rentrer dans les délais avec ce contre-la-montre individuel. Et je pense que les sprinters vont se faire très mal sur le contre-la-montre en côte parce que on peut se retrouver facilement hors délai. Sur ce type de contre-la-montre là, mais ouais, c'est pas surprenant par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison. Beaucoup de sprinters différents s'imposent.
il n'y a pas vraiment une hiérarchie. Et ce qui va être intéressant, alors sur le Tour de France, il ne va pas y avoir 150 sprints. Mais bon, sur les autres courses par étapes où il y a des sprints, où il y a des sprints potentiels, bah, ça va être intéressant de voir quel coureur peut vraiment s'imposer, parce que pour un moment, c'est assez serré. On regarde les sondages, il y avait 2 sondages hier. Je vous les affiche pas à l'écran, hein. C'était des sondages. Non, il n'y en avait même qu'un. Parce que l'autre, il s'est affiché. Non, 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 je n'avais publié qu'un. J'avais cru que j'en avais publié 2. Donc le sondage d'hier, c'était Primož Roglič. A-t-il perdu le Giro 2023? Non à 69%, oui à 31%. C'est intéressant parce que ça montre que je me suis peut-être presque enflammé sur Primož Roglič, mais il y a encore des gens qui croient en Primož Roglič. Ouais, je trouve pas qu'il y ait des jambes fantastiques, mais c'est mon avis. On verra de toute manière. Il reste 3 jours, hein, donc on va voir sur les 3 prochains jours. C'est vrai qu'en termes d'écart comptable, 30 secondes, c'est pas grand-chose. Mais je trouve qu'au niveau des jambes et au niveau psychologique, il a quand même pris un gros coup au moral hier. Donc c'est pour ça que pour moi, il avait perdu le Giro. Moi, je vois pas en fait comment il va faire pour renverser la course, parce que je ne sens pas plus fort que Geraint Thomas et Almeida, et on n'est pas dans la configuration non plus de Chris Froome qui était tombé sur un Yates qui était fatigué, était tombé sur un Pinot aussi qui était fatigué quand il avait fait son gros coup, et puis ce coup-là il était vraiment au-dessus et il avait un pic des formes qui était vraiment préparé pour la 3e semaine, ce qui me semble pas le cas pour Primož Roglič là pour le moment, mais on verra, peut-être que je me trompe. Parce que certes, Froome avait perdu du temps en début de Giro, mais il avait retrouvé la forme au fur et à mesure du Giro. Pour un moment, Roglič, c'est pas vraiment le cas, mais on verra. Note de l'étape, j'ai mis 6 sur 20. Pas passionnant, mais c'est attendu. De toute manière, même si c'était une échappée qui était allée au bout, alors, à part si on avait eu un suspense, genre un écart de 1,30 à 10 bornes de l'arrivée et qu'on s'est dit « Ah, ça peut le faire, ça peut peut-être pas le faire », mais si on avait eu 5 minutes d'écart entre le peloton et les échappés, ça aurait pas été plus passionnant. Le parcours n'était pas dingue et à un moment, tu peux pas faire de miracle non plus hein, quand le parcours est pas fun. Mais je trouve ça toujours drôle que le Giro mette ce type d'étape-là en 3e semaine, parce que je pense qu'on pouvait faire autrement. Mais c'est vrai que on a vu typiquement le type d'étape qu'on avait dans les années 2000 sur les grands tours en première semaine. On avait ces fameuses premières semaines qui n'en finissaient pas, avec ces sprints tous les jours. C'était des étapes toutes plates tous les jours. Pour ceux qui ont connu les Tours de France, les Tours d'Italie, voilà, ces époques-là, il y avait une première semaine qui était vraiment plate et ennuyante. Bah là, c'était pas très passionnant aujourd'hui et c'était un peu comme ce type d'étape-là. Si vous avez voulu faire une sieste ou si vous aviez des choses à faire et que vous n'avez pas regardé l'étape, et ben vous n'avez pas raté grand-chose. Pas de bilan des Bleus parce qu'on va parler d'un des Français dans les coureurs au top, donc on commence tout de suite par les coureurs au top. Attaque de Marlou! On commence avec Dainese. Très fort ce qu'a fait Dainese aujourd'hui. Très fort son sprint parce que certains vont dire la DSM a emmené parfaitement. Non, la DSM n'a pas emmené parfaitement. Ils étaient trop tôt devant du côté de la DSM. C'est un peu le problème quand il n'y a pas beaucoup d'équipes pour contrôler la course et qu'en plus il a fallu quand même reprendre le dernier coureur échappé qui était un coureur de Alpecin. C'était pas simple. Pas simple parce que les coureurs se sont bien employés à récupérer Sen qui était dans le groupe de devant et qui était le dernier dans l'échappée. Et ce qui fait qu'on s'est pas mal employé, notamment chez Movistar, notamment chez Astana. Ce qui fait que chez Astana, ils n'avaient plus beaucoup de main-d'œuvre dans le final. Chez Movistar non plus. Jayco Alula, eux, ils ont quasiment pas roulé. Intermarché pareil, Cofidis pareil. Et ce qui fait que DSM, ils ont voulu prendre en main la course sur la fin, mais en fait, à 3 km de l'arrivée, ils sont déjà plus que 2 devant Dainese. Et là, je me dis, waouh, ça va être long. Alors, tu avais Mayhofer qui roulait notamment, et là, je me suis dit, oh, bah ça va être long là pour Coco. Alors, Mayhofer, il a fait un sacré relais. Mais bon, aux 700 mètres, il est tout seul, Dainese. Et là, je me dis,
son poisson pilote, déjà, il va servir à rien. Il va pas avoir un rôle de poisson pilote. Et en plus, je voyais que Matthews était bien emmené. Et je me suis dit, putain, c'est mort. En plus, là, il perd de la vitesse. Matthews vient de le déborder. Il va falloir qu'il relance la machine. Ça va être très compliqué pour lui. Sauf que Matthews fait l'erreur de lancer trop tôt. Mais parce que je pense qu'il voulait pas se faire enfermer par Bonifacio ou par Consoni. Donc, il lance très tôt son sprint. Matthews, c'est une erreur. C'est pour ça qu'il perd. Parce que je pense que s'il le lance 30 mètres plus tard, il gagne la course, Matthews. Et Dainese, bah, il profite de ça. Et puis après, bah, très costaud parce qu'il a quand même réussi à renclencher la machine et à reprendre de la vitesse. Et voilà, il fait pas un sprint de petits bras là aujourd'hui. Dainese, c'est vraiment un sprint de costaud. Le lancer de vélo qui fait à la perfection, Jonathan Milan le lance peut-être un peu tard son vélo par rapport à Dainese, mais ça faudrait revoir encore le ralenti plus attentivement, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais Dainese est fort parce que vraiment il est mal embarqué au kilomètre. Il est vraiment mal embarqué au kilomètre parce qu'il n'y a plus qu'un équipier devant lui. Donc ça sent pas bon. Et là je me dis à ce moment-là, Bonifacio, il va peut-être faire le grand coup. Surtout qu'il était bien dans sa roue, sauf que en fait il était dans la mauvaise roue. Bonifacio, s'il avait été dans la roue de Matthews, il aurait gagné le sprint. Là il n'était pas dans la bonne roue. Et là je me dis à ce moment-là, Dainese ça va être dur quoi. Parce que devant trop tôt, c'est compliqué de gagner un sprint, sauf que il a réussi à faire le job et c'est très bien réalisé quoi. C'est très très bien réalisé par Dainese, donc bravo. Bravo au coureur italien, c'est ça que je voulais vérifier parce que je suis quasiment sûr que l'année dernière, il avait gagné en 3e semaine sur le Giro. C'est un homme donc de 3e semaine à vérifier l'année dernière sur le Tour d'Italie. Non, il gagne sur la 11e étape. Non, je pensais que c'était un peu plus tard qu'il avait gagné. Mais il avait fait 2 5e places en 3e semaine. À Trévise, donc il gagne le sprint du peloton. Et à Cuneo, sur l'étape 13. Donc ça montre que c'est un coureur qui est fort dans ce type de journée et sur les fins de grands tours. Il avait fait 3e également à Cahors l'année dernière sur le Tour de France. C'était son meilleur résultat également en 3e semaine, donc c'est vraiment un coureur qui se comporte bien en fin de grand tour. Peut-être aussi parce que c'est pas l'un des plus grands gabarits, 1,76 pour 70 kg, donc ça lui permet d'un peu mieux passer les bosses et donc ça lui permet de s'en sortir un peu mieux. Et donc c'est sa 2e victoire en 2 participations sur le Giro, donc c'est pas mal à 25 ans. Après un début de saison qui n'avait pas été fantastique, alors déjà parce qu'on l'avait envoyé à la fois sur le Tour des Alpes et à la fois sur le Tour de Romandie et je m'étais dit, dis donc, il y a un petit peu un acharnement contre Dainese, il n'a pas renouvelé son contrat ou un truc comme ça pour qu'on le punisse à ce point-là. Bon, en même temps il est aussi en fin de contrat. Sur Tirreno Adriatico, une 3e place, 4e du Samin, mais à part ça il n'y avait pas de grands résultats et là donc il fait vraiment une belle course. Après, c'est un coureur qui doit se poser la question d'Dainese, est-ce que... et DSM, je pense, doit aussi se poser la question, est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur Dainese en sachant qu'ils ont Mayr-Hofer chez DSM ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt le laisser filer et est-ce que lui n'a pas plutôt intérêt à aller dans une équipe italienne de 2e division parce que est-ce que c'est pas vraiment son niveau? Est-ce que le World Tour, c'est pas un petit peu trop élevé pour lui? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser pour Dainese, mais là, aujourd'hui, il a été impressionnant. C'est peut-être aussi des soucis de régularité au niveau des performances pour Dainese parce qu'il est capable de faire des beaux sprints, mais le problème c'est qu'il ne le fait pas très souvent. Jonathan Milan, déjà pour le maillot vert, c'est quasiment fait, il a quasiment 100 points d'avance. Maintenant c'est à lui de finir ces 4 derniers jours. Mais il peut rater le sprint à Rome, ça ne sera pas un problème. Bon, il a dominé ce maillot cyclamen. Même s'il marque pas beaucoup de points, il a dominé. Et puis, au niveau des sprints, ça a été le sprinter le plus performant, je pense, de ces 3 semaines de course. Là encore, c'est le plus rapide aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il se fait enfermer au dernier virage à 800 mètres de l'arrivée. Il se fait enfermer, je crois que c'est pas un Eolo Cometa. C'est pas un maillot, je dirais que c'est un Eolo Cometa. C'est peut-être Albanese qui l'enferme à ce moment-là.
quand ils prennent le virage. Et ce qui fait qu'il perd beaucoup de temps et qu'il est obligé de remettre du rythme derrière lui aussi. Hein. Il part de tellement loin pour finir deuxième, il part de tellement loin. Aux 500 mètres, il est sixième, septième. Enfin, il est super loin. Donc vraiment, il fait encore un sprint de costaud. Et puis, lui, s'il a une équipe à son service, il va devenir quand même très difficilement battable, Milan, hein, parce qu'il est capable de faire des sprints longs. Il suffit juste qu'il ait une équipe à son service dans les années à venir, ce qui sera peut-être le cas parce que fin de contrat 2023, Astana va peut-être avoir envie de le recruter, mais si j'étais une équipe qui n'a pas de sprinter ou qui a un sprinter en partance, Jonathan Milan, je miserais dessus, hein, parce que déjà il n'a que 22 ans, donc c'est encore un coureur qui va énormément progresser. Alors certes, il a envie de faire de la piste, donc il faut le laisser de temps en temps faire de la piste, mais bon, c'est quand même un super coureur, quoi. Aujourd'hui, Milan, et là, il a fait, voilà, il a fait sur tous les sprints hein, de ce Giro. À Viareggio, il fait 7. Tortona 2. Deuxième à Caorle. Deuxième à Naples. Deuxième à Salermo. Premier à San Salvo. Donc voilà, hein, c'est compliqué de faire mieux que les résultats sur les sprints de Jonathan Milan. Donc vraiment bien pour le coureur italien. Puis je termine avec Thomas Champion. Et oui, parce que on parlait de Jonathan Milan pour le maillot cyclamen, mais Thomas Champion, c'est un petit peu pareil. Je pense que ça va être difficile de le battre au niveau du classement de la Fuga, où il a été encore une fois très bon aujourd'hui. Et c'est bien quand on est une équipe comme Cofidis, souvent c'est un classement quand même des équipes italiennes. Hein. Parmi les vainqueurs de la Fuga, il y avait eu Simon Pello une année. Les coureurs qui se battaient pour ce classement-là, c'était souvent les équipes italiennes, les équipes World Tour, les équipes françaises n'y allaient pas. Ça n'avait pas d'intérêt à aller dans ce classement-là. Et là, je trouve que c'est bien ce qu'il a fait de prendre les échappées. Hein. Il a quand même fait 5 échappées sur ce Giro. C'est quand même pas anodin. Et il s'est montré. Et l'équipe Cofidis, qui malgré tout n'avait pas énormément d'ambition sur ce Giro, que ce soit pour le général ou même pour le sprint, parce que Consoni n'était pas énorme, eh bien, je trouve que c'est une équipe qui a montré quand même de belles choses. Donc c'est bien ce qu'ils ont fait et c'est bien ce qu'a fait Thomas Champion. Je trouve, enfin voilà, il a fait vraiment une très belle course, je trouve, et c'est un coureur qui vraiment voilà, a fait du bon boulot sur cette semaine. Je regardais un petit peu, il est passé par Vendée-U. L'année où il passe à Vendée-U, hein, donc 2018-2019, je crois qu'il est chez Vendée-U. On peut quand même noter qu'il passe donc avec Thomas Bonnet. Il passe surtout avec Burgodo, avec Valentin Ferraud. Il y a Marlon Gaillard, mais c'est bien déjà. Valentin Tapelli était également dans cette équipe-là. Florian Maître également. Donc dans cette formation quand ils sont passés voilà, Thomas Champion le seul qui n'est pas allé ensuite chez Total Energy, c'est-à-dire que lui il a décidé d'aller chez Cofidis parce que l'année d'après il était donc dans une équipe qui s'appelait Bourg-en-Bresse un cyclisme, dans un club voilà comme ça, parce que chez les jeunes années pas forcément de grands résultats, et c'est quand même un mec qui a fait des places sur la ronde de l'Isère, ce genre de choses. Il a eu des résultats. Alan Joussom également était passé, par exemple, dans cette année-là. Donc Antoine Devanne aussi. Donc c'est vraiment bien ce qu'il a fait Thomas Champion. Il a fait honneur à ce maillot de la Cofidis et puis il a fait honneur à ce classement. Là aussi, il a beaucoup d'avance. Hein. Je crois qu'il a 120 points, 130 points d'avance. Donc ça devrait le faire pour Thomas Champion au niveau de ce classement de la Fuga. Et ça permet à Cofidis de ne pas repartir bredouille. Donc c'est bien aussi. Donc belle perf de la part de Thomas Champion de s'être montré, voilà, d'avoir su saisir les occasions aussi, de partir en échappée. Et puis d'avoir fait de cet objectif du classement de la Fuga. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Deux bonnets d'âne aujourd'hui, Cavendish. C'est terrible parce que on voit... Enfin, pour moi, c'est l'année de trop. Pour moi, il aurait presque dû se retirer avec son titre de champion de Grande-Bretagne. Alors, peut-être qu'il n'a pas voulu non plus arrêter alors qu'il avait le maillot de champion de Grande-Bretagne sur les épaules. Mais c'est vrai que cette année, c'est dur quoi, pour Cavendish.
Il n'y a pas eu. Alors, il y a eu quelques résultats, mais c'est vrai que quand on a connu le Cavendish de la Columbia, quand on a connu le Cavendish même de Quick-Step, des deux passages chez Quick-Step, ça fait mal quoi quand tu vois ce type de résultat. C'est vrai que c'est presque douloureux. Mais oui, 38 ans. Alors oui, chez Quick-Step, ça a fait des miracles en 2021. Mais il a 38 ans aujourd'hui. Alors est-ce qu'il fera le Tour de France? Alors c'est vrai que c'est pas évident aussi pour un coureur comme ça d'enchaîner les deux grands tours. Mais sur ce Tour de France, sur ce Tour d'Italie, pardon, il a jamais vraiment eu une grosse opportunité à part à Tortona. Où il fait 3, mais là, son équipe l'aide pas du tout. Je pense que le fait de ne pas l'avoir emmené chez Sbol, c'était une erreur, parce qu'on voit que Moscone, c'est pas un poisson pilote, Moscone. Et bon, il se retrouve seul dans le final, et il se fait complètement enfermer. Et quand c'est un peu technique, on le voit plus, Cavendish. Là, il y avait 2-3 virages, ça y est, il disparaît dans le virage, parce que je pense qu'il a plus envie de prendre des risques sur le vélo. Et pour un sprinter, c'est compliqué. Quand tu veux plus forcément énormément frotter, c'est difficile. Mais ça reste quand même un coureur assez formidable. 161 victoires à son palmarès, quand même. 22 grands tours, 13 Tours de France, 7 Giro, 2 Vuelta. Je crois qu'il a jamais gagné sur la Vuelta. Je crois, parmi les particularités, je crois qu'il fait pas partie des 105 qui ont gagné sur les 3 grands tours. Parce que sur la Vuelta... Si, il avait gagné. Si, il fait partie des 105. Parce que j'avais un doute parce que... si, il avait gagné. Donc il a gagné sur les 3 grands tours. Puis oui, un nombre de victoires assez incroyable dans sa carrière. Mais c'est vrai que, pour l'instant, sa dernière victoire, ça va être le championnat de Grande-Bretagne. Oui, voilà. Du mois de juin dernier. Voilà. Il n'a pas gagné depuis le championnat de Grande-Bretagne. Alors c'est peut-être pour ça qu'il a voulu continuer pour le maillot, mais c'est vrai qu'on sent que c'est compliqué cette année, quoi. Les jambes sont pas là. Quand il a annoncé sa retraite là, lors de la journée de repos, moi j'ai pas vraiment été surpris. On s'y attendait un petit peu. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit manque de motivation aussi, et puis à 38 ans, tu as peut-être envie de voir autre chose. Ce qui serait tout à fait normal pour Cavendish. Et puis je pense qu'il a plus grand chose à prouver, Cavendish. Alors oui, aller chercher une dernière victoire pour égaliser, pour aller chercher 10 mercs sur le Tour de France. Bon, ça semble quand même très compliqué, surtout vu la configuration cette année du Tour de France. Mais bon, on pourra de toute manière saluer sa carrière, parce qu'il fait partie des plus grands sprinteurs de l'histoire. 34 victoires sur le Tour de France, 16 sur le Giro. C'est 3 victoires sur le Tour d'Espagne en 2010. Champion du monde également, 2 maillots verts, 3 Chal des Prages, 11 étapes sur le Tour de Turquie, 10 étapes sur le Tour de Californie. Il n'y a pas grand chose à dire du côté de Cavendish. Lui qui avait commencé en 2005, et je regarde les coureurs qui étaient avec lui à la Sparkasse. Donc en 2005, donc il y avait Edward Clancy, Thomas Foten qui était avec lui. Et un petit peu, Ed Clancy et André Schulze qui était passé chez Auskatel. Auskadi aussi dans sa carrière, c'est vrai, André Schulze. Et il avait remporté la 2e et la 5e étape du Tour de Berlin à l'époque. Et même pas, non, il avait remporté la 5e étape du Tour de Berlin ce jour-là. Sinon, quand on remonte, la T-Mobile, c'est vrai que quand vous regardez, quand il arrive donc à la T-Mobile en 2006, quand il est stagiaire, c'est pas la même T-Mobile c'était une équipe quand même où il y avait Onchar, il y avait donc déjà Greppel qui était là, mais il y avait Onchar, Gardeman, il y avait Kim Kirchen, Andreas Klöden, Bernard Kohl, Mazzolini était là, Olaf Polak, c'est pour les vieux là, Oscar Sevilla, Sienkiewicz, Jan Ullrich était là encore.
Rabon aussi, qui était un très bon sur les František Rabon, il était champion de cyclocross. Michael Rogers était aussi là dans cette formation. Et quand il est arrivé, c'était le plus jeune à 21 ans. Marcus Burgard aussi était dans cette formation à ce moment-là. Non, mais c'est marrant quand vous regardez parfois les parcours de certains coureurs. Passé ensuite chez Columbia, mais qui était la suite en fait de la T-Mobile. Sky, Omega, Pharma Quick-Step, une année chez Sky, mais bon, l'année où Wiggins gagne le Tour quand même. Et puis voilà, coureur vraiment très important dans l'histoire du cyclisme. Et puis Albanese aussi, déçu avec Albanese aujourd'hui parce que il finit que 11e. Là, il n'y avait quand même plus vraiment les prétendants au sprint. Pour moi, Albanese, il est capable de ban Kirch, il est capable de battre de Pascolone qui lance ce sprint en plus pour Milan. Non, il pouvait faire mieux que cette 11e place Albanese. Donc voilà, un petit peu déçu par le coureur italien. Je m'attendais à mieux de la part du coureur italien de Eolo Cometa. Pourtant, en plus, il est un peu emmené dans le final en plus. Il n'était pas tout seul, Albanese. Je pense qu'il n'aime pas forcément frotter. Ça, en fait, c'est terrible avec Albanese, c'est-à-dire qu'il a une bonne pointe de vitesse, mais il n'aime pas frotter. Il passe les bosses, mais c'est quand même un gros gabarit, parce que Albanese, il doit faire 75 kg, un truc comme ça. 70 kg, mais ça reste quand même un gros gabarit, Albanese. Donc voilà, c'est pour ça qu'il gagne aussi assez peu. Parce que, encore une fois, Albanese, c'est deux victoires dans sa carrière. Ce qui est quand même dingue pour un coureur qui a des qualités, mais qui n'arrive pas à s'en sortir vraiment. Alors là, il a fait des top 10, il n'a pas fait des mauvais résultats, il fait des top 10, mais c'est vrai que là aujourd'hui, la 11e place, elle est un peu décevante. Alors je pense qu'il y avait possibilité de faire mieux. C'est vrai qu'il avait bien démarré en plus, avec 2 4e places sur ce début de Giro. Peut-être aussi que là, il souffre des efforts qu'il a fait en échappée aussi, et qu'au bout d'un moment, tu payes en 3e semaine, tu payes les efforts que tu as fait. C'est peut-être ça aussi le problème d'Albanese. Bon, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 7, et puis demain, débrief 17h30, débrief 21h sur YouTube, 17h30 c'est sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a des petits sondages qui traînent à droite à gauche. Puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!